Voilà, donc bonjour à tous et je suis très heureux de me retrouver ici, sous la pluie. Mais enfin bon, il n'y a déjà pas d'eau, c'est pas mal. Et puis il y en a moins. Voilà. Donc, mais l'eau pour la vie, hein, c'est important, c'est ce que j'ai entendu. Donc, surtout pour l'origine. Voilà, donc je vais vous parler de la chimie prébiotique à l'origine de la vie en fait. Et puis Rie parlera ensuite sans doute, je pense, de la vie précoce, on va dire. Alors peut-être un petit mot au début. C'est vrai que bon, c'est des questions qui sont un petit peu difficiles, mais en préparant cet exposé, je me suis rappelé finalement du moment où j'avais votre âge. Enfin là je parle pour les moins âgés, on va dire. Donc, et j'étais en licence maîtrise et il y a deux cours finalement, qui ont marqué tout ce que j'ai fait et qui finalement se retrouvent là. Le premier, c'était un cours de thermodynamique. Alors c'était un professeur qui s'appelait Simon Grom, qui est à la retraite depuis un certain temps, qui en fait avait, et c'est un peu pour ça que je le dis, qui avait fait ses études à Bordeaux, donc avec Adolphe Paco, voilà, qui était un élève de Paco, et donc il nous avait fait, en plus du programme, 1 heure de cours sur la thermodynamique hors équilibre. À l'époque, il nous avait parlé de Prigogine, qui n'avait pas eu encore le prix Nobel. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu marqué, vous allez le voir. Et puis le deuxième cours, bon, ben là c'est beaucoup plus normal. C'est le cours que j'avais eu sur l'expérience de Miller par Auguste Coméras, qui était effectivement aussi enseignant donc, en licence maîtrise de chimie physique, hein, puisque j'étais un physico-chimiste, un des derniers physico-chimistes à avoir été formé à Montpellier. Voilà, enfin tout ça pour dire que finalement la formation qu'on reçoit finalement quand on est jeune peut marquer définitivement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'allais dire presque avec le bagage de ce que j'ai fait à l'époque, eh bien, j'avais pas besoin d'autre chose, quoi. Voilà. Donc c'est assez amusant. Bon, c'était un petit avant-propos. Alors, la question de l'origine de la vie, donc, dont je vais parler aujourd'hui, je crois que on est à un moment où il faut changer le mode d'approche de cette question-là. Jusqu'à présent, on a une approche qui a été, on va dire, extrêmement, on va dire, factuelle, descriptive, où finalement on s'intéresse à des petites choses, etc. Je crois qu'on est à un moment où on peut comprendre l'origine de la vie. Alors j'hésite à dire le mot, mais ça me brûle les doigts de dire qu'on a une théorie de l'origine de la vie. On est sur le point d'avoir une théorie de l'origine de la vie qui en fait est plus ou moins une théorie de la vie aussi. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu ambitieux, ça me gêne de le dire, hein. Je dis vraiment ça me gêne, mais je crois que c'est bien ce qui est à l'ordre du jour et bon, c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous montrer. Voilà, alors pour la question de l'origine de la vie, donc il y a un certain nombre de questions qui se posent, quand, où, comment, pourquoi. Alors on va commencer à les énumérer, mais vous verrez que ce n'est pas celles qui viennent immédiatement qui sont les plus faciles à résoudre. Alors on va quand même commencer par quand, hein, effectivement. Vous avez vu ce diagramme, enfin, ou l'équivalent depuis 2 jours maintenant, hein, l'histoire de la Terre, ici avec le début de la formation de la Terre, l'ADN, l'archéen, le protérozoïque, et puis ce qu'on apprend d'habitude, sur lequel j'ai fait une échelle étendue, où on voit effectivement que cette petite partie jaune, la transition ici, c'est l'extinction des dinosaures, hein, c'était hier. C'était hier quand on regarde tout le reste. Voilà, je ne parle pas évidemment de l'être humain, hein, c'est dans le trait là. Hein. Donc l'origine de la vie, c'est très tôt, hein, c'est dans les débuts. Bon, on ne sait pas exactement quand. Alors on a quand même des indices, Hervé vous en a parlé, donc la présence d'eau ici, donc, qui a marqué l'émergence de conditions favorables, et
L'autre limite importante, c'est le bombardement massif. Mais enfin, vous aurez compris que le bombardement massif, le dernier bombardement tardif, on n'est pas du tout sûr qu'il ait pu interrompre la vie si elle existait avant. Donc, globalement, hein, on sait qu'il y a pu avoir de la vie sur Terre à partir de 4,3-4,4 milliards d'années. L'autre limite, alors ça c'est ce qu'a raconté Pascal hier, auquel je souscris tout à fait, hein, c'est que j'ai mis une grosse barrière, les plus anciennes traces de vie. On n'a pas d'autre moyen de savoir que, quand la vie est apparue que par les traces qu'elle a pu laisser. Et comme ces traces sont à chaque fois discutable, discuté, eh bien on n'a pas de certitude. Donc en fait on se rend compte que l'origine de la vie, on peut la situer finalement entre, j'ai mis 3, mais à la limite ça pourrait aussi être de 7. Hein, donc on a une incertitude finalement de quasiment 1 milliard d'années, hein, sur les plus anciennes traces de vie. Donc globalement ça veut dire qu'on a une incertitude d'1,5 milliard d'années sur l'origine de la vie. Alors ça, c'est si on est prudent, hein, bon, comme l'a été Pascal hier, moi j'aurais tendance à abonder dans son sens, mais il y a des gens qui ne sont pas du tout prudents et qui vous diront en fait que si on fait confiance aux traces de vie isotopiques à 3,8, eh ça veut dire qu'on a eu 100 millions d'années entre le dernier bombardement tardif et les premières traces de vie. Bon, globalement, je pense qu'il vaut mieux être prudent. Voilà. Alors, une autre question par rapport à l'origine, et je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je sais très bien que Puri va en parler, mais il en a déjà été question, c'est le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants, Lucas. Mais je veux quand même dire 2-3 choses. La première, c'est que c'était quelque chose qui était probablement, qui ressemblait déjà à, on va dire, quasiment une bactérie moderne, hein, puisqu'il avait, un système de stockage d'informations génétiques basé sur un acide nucléique. Alors c'est débattu, mais peut-être de l'ARN, peut-être de l'ADN. Un système de traduction qui était moderne, hein, c'est-à-dire les gènes étaient traduits en protéines. Une membrane. Donc c'est un organisme, pour moi, enfin, que je considère comme complexe, et qui a vécu un certain temps après l'origine de la vie. Donc, hein, si je reprends mon schéma, eh bien, vous voyez, on a 1,5 milliard d'incertitudes sur l'origine de la vie, et au moins 1,5 milliard d'incertitudes sur l'origine de Lucas, enfin, sur l'époque où a vécu le dernier ancêtre commun. Ben, conclusion, en fait, oui, vous pouvez lire ce livre si vous voulez avoir plus d'informations. Globalement, la question quand, hein, c'est là où je voulais en venir, la question quand, on voit que c'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre. Alors je vais expédier la question où, parce qu'on peut encore moins répondre. Hein. Les réponses qui ont été données, alors c'est vraiment un inventaire à la Prévert, hein, dans une petite mare tiède, ça c'est Darwin, dans la soupe, hein, c'est Oparine, dans l'océan, soit en solution, soit au fond des océans, dans la glace, hein, en suspension dans l'air, hein, il y a des gens qui ont proposé que c'était dans les embruns, au-dessus des océans, et puis éventuellement ailleurs, donc là vous avez, je crois que c'est Titan, hein, pourquoi pas ailleurs, et puis la vie qui serait venue sur Terre après. Donc on voit qu'on a plein de, j'ose pas dire d'hypothèses, mais d'idées qui ont été lancées en l'air, de possibilités, qui reposent toutes sur des scénarios qui sont plus ou moins valable. Alors bon, plutôt que de se poser la question dans ce sens-là, je pense qu'il vaut mieux se la poser dans l'autre sens. Oui, j'ai oublié de dire qu'effectivement, on n'a aucune trace de tout ça, hein, vu que la vie, à ses débuts, n'a pas laissé de traces. Donc ça veut dire que la question du où, vous voyez, je l'expédie en une diapositive. Parce qu'à mon avis, on n'a pas vraiment de réponse sérieuse. Effectivement, donc il y a, ça c'est un article qu'on avait commis, il y a des questions sur l'origine de la vie, auxquelles on ne peut pas répondre. Enfin, tout au moins pour lesquelles, pour le moment, on ne peut pas répondre, qui sont en fait, effectivement, essentiellement, les questions historiques, hein, les questions de lieu.
Donc il vaut mieux se poser le problème de ce qui n'est pas historique. Et effectivement, c'est un peu ce que nous pouvons savoir et qui concerne en fait les deux autres questions, comment et pourquoi. Alors là, on va faire un peu d'histoire. Hein. Au début, comment depuis Aristote, il y avait l'idée que la vie pouvait naître par génération spontanée. Et c'est une idée qui était assez associée donc avec le vitalisme, c'est-à-dire qu'il existe dans le vivant quelque chose de différent, une force vitale qui maintient les êtres vivants en vie, et qui ne se réduit pas à ce qu'on connaît de la physique et de la chimie. Il y a quelque chose de plus dans le vivant, et ce quelque chose de plus, hein, pour les vitalistes, il est dans la matière organique. Et c'est bien pour ça aujourd'hui qu'on a plusieurs chimies. On a la chimie minérale, inorganique, hein, on dit inorganique aujourd'hui, et puis on a la chimie organique, qui est en fait la chimie des molécules du vivant. Alors ça, évidemment, ça aurait dû être abandonné, hein, puisque depuis 1828 avec Wöhler, on sait qu'il est possible de synthétiser des molécules organiques à partir de molécules inorganiques, donc c'est l'urée qu'on peut former à partir de cyanate d'ammonium. Pardon. Donc, si on peut synthétiser des molécules du vivant, des molécules organiques, à partir de molécules qui sont inorganiques, ça veut dire que la frontière entre les deux n'est pas si étanche que ça, et donc il n'y a rien de spécial dans la chimie organique. Et pourtant, hein, on enseigne encore la chimie organique et minérale de manière séparée. Alors bon, on dit c'est la chimie des molécules qui ont du carbone et de l'hydrogène, mais enfin, cette idée de chimie du vivant, je crois, pour la chimie organique, je crois qu'il faut s'en débarrasser un petit peu. Enfin, on verra un peu plus précisément. Voilà, une autre, là c'est parce que c'est pas loin de chez moi, donc une autre chose qui aurait dû alerter les gens, c'était la chute de la météorite d'Alès. Donc ici, elle est connue sous l'ancienne orthographe d'Alès, mais il s'agit bien de la Vis d'Alès dans le Gard. Donc avec deux petits villages là à côté d'Alès, où on a retrouvé 2 fragments de cette météorite qui ont été récupérés et analysés donc très rapidement, et dans lesquels on a trouvé du carbone. Et Berzelius, donc en 1834, donc une trentaine d'années après, il a même trouvé de la matière organique. Donc la conclusion logique, c'était la première chondrite carbonée qu'on récupérait. La conclusion logique, ça aurait été de dire, eh bien écoutez, il y a de la matière organique dans les météorites, bon, elle s'est formée, on ne sait pas comment, mais de manière abiotique. En fait, ce n'est pas tout à fait la conclusion qu'ils en ont tirée, donc on va voir après. Mais un petit peu plus tard, il y a eu Pasteur qui a montré en fait qu'on n'avait pas de génération spontanée, hein, par ces fameuses expériences. Donc que la vie, et c'était ces termes, la vie se transmet d'être vivant à être vivant. Alors évidemment, ça pose un petit problème si on se dit qu'il y a une origine de la vie, et je rappelle qu'à l'époque, il y avait la théorie de Darwin, hein, qui écrit au début de son ouvrage sur l'origine des espèces, donc, que probablement tous les êtres vivants qui n'ont jamais vécu sur cette terre descendent d'une forme primordiale. Donc, effectivement, c'était à la base de la théorie darwinienne qu'il y avait un ancêtre commun, déjà à l'époque. Hein. Donc, ça pose quand même la question de l'origine, et en fait, je crois qu'effectivement, il y a eu une période où où la science était effectivement mal à l'aise entre le conflit entre la génération spontanée et la racine commune, et en fait, la conclusion que tiraient beaucoup, c'est que les deux choses étaient vraies, c'est qu'il n'y avait pas de génération spontanée, il y avait une racine commune, mais qu'il n'y avait pas d'origine au vivant, et qu'en fait, le vivant, il venait d'ailleurs.
c'était la panspermie, et effectivement, la météorite d'Alès, ça permettait de comprendre ça. La matière organique qu'il y avait dans cette météorite, c'était de la matière organique venant du vivant. Et les partisans de la panspermie, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'était pas n'importe qui, c'était Berzelius, qui a fait l'analyse de la météorite d'Alès, dont je vous parlais, Lord Kelvin, vous avez entendu parler de l'échelle Kelvin, von Helmholtz, Arrhenius, enfin c'était les grands scientifiques. Donc beaucoup de scientifiques étaient partisans de la panspermie, donc il n'y avait pas d'origine au vivant. Mais il y a un hic, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte après, c'est que l'univers avait une origine. Et donc, si l'univers a une origine, il faut que le vivant ait une origine. Donc en fait, ces idées de panspermie, j'allais dire, elles ne tiennent pas la route. Il faut quand même trouver l'origine de la vie. Voilà. Donc à partir de là, il a fallu du temps. Je pense que ça a été, cette histoire-là, ça a été quand même, ça a causé un retard dans la compréhension de l'origine de la vie. Et bon, il a fallu attendre finalement Oparin, 1924, Haldane, 1928, donc pour avoir cette idée que finalement une sorte pour ressusciter l'idée de la génération spontanée, c'est-à-dire que la vie était née, enfin qu'il y avait au moins une fois eu une génération spontanée, la vie est née à partir de molécules organiques, donc ça a suscité effectivement aux États-Unis donc les expériences d'Urey-Miller, et effectivement on peut dire aujourd'hui qu'on considère, c'est admis un peu par tout le monde, il y a une chimie organique qui a précédé l'apparition de la vie. Donc cette chimie organique, on va l'appeler chimie organique abiotique ou chimie prébiotique. Donc, de la matière organique, effectivement, on sait qu'il y en a dans l'univers, donc il y en a effectivement dans les nuages moléculaires qu'on trouve dans les zones de formation d'étoiles, on en a dans les comètes, ça on le sait aujourd'hui, ça doit être Titan, et puis évidemment dans les météorites. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'endroits où on va trouver de la matière organique, donc en particulier dans les nuages interstellaires, c'est là que, donc j'ai mis ce chiffre parce que je le trouve impressionnant, c'est là qu'on trouve 99,9% de la matière organique de l'univers, donc dans la matière interstellaire, donc environ 160 molécules qui ont été observées par radioastronomie, la plupart sont des molécules organiques, pas toutes, mais enfin essentiellement c'est des molécules organiques, mais il faut savoir qu'effectivement ces nuages sont froids, donc ils contiennent beaucoup d'espèces qui restent à l'état solide et donc qu'on ne peut pas détecter par radioastronomie. Donc il doit y avoir beaucoup plus de molécules, de diversité moléculaire que ces 160-là. Donc on a beaucoup de choses. Alors celles qui ont été identifiées, bon quelques exemples, mais quelques exemples que j'ai choisis à dessein parce qu'elles ont une importance chimique par leur réactivité, donc des molécules que j'appelle réactivées, qu'on trouve dans l'espace interstellaire, donc l'acide cyanhydrique, le sulfure de carboline, le formaldéhyde, le cyanate, le cyanoacétylète, le cyanamide. Vous voyez des petites molécules, et puis quand on va analyser les météorites, on va trouver d'autres types de matières organiques, donc des hydrocarbures, des acides carboxyliques, des acides aminés, des bases nucléiques, et enfin beaucoup de matières organiques insolubles qui a fait l'objet d'analyses. Pardon. Alors du point de vue de la présence de matière organique donc sur la Terre primitive, de l'expérience qui a marqué le changement, effectivement, c'est l'expérience de Miller. Donc, qui consistait dans la chose suivante, donc partir d'un ballon contenant de l'eau pure, représentant l'océan, porter cette eau à l'ébullition, donc on a une circulation de vapeur ici, donc une ampoule ici avec un mélange de gaz, donc en plus de la vapeur d'eau, donc gaz qui était du méthane, ammoniac, hydrogène, enfin, et soumettre ça à des décharges électriques, et en fait, dans ces conditions-là, donc on condense ce qui s'est formé, et l'eau en même temps, donc on a une circulation d'eau ici, on va dans le ballon, et puis on peut analyser. Donc Miller
donc, qui avait conçu cette expérience suite aux hypothèses de Urey sur la composition de l'atmosphère primitive de la Terre. Donc, il analyse rapidement, en fait, en quelques jours. Il voit, donc c'était de la chromatographie sur papier, donc ça c'est sorti de son article de Science 1953. Donc il voit des acides aminés, donc de la glycine, de l'acide aspartique, de l'alanine, et puis des produits qui étaient non identifiés, aussi de l'alpha-aminobutyrique acide, donc qui n'est pas un acide aminé naturel, mais qui peut s'être formé dans cette expérience-là. Donc on voit une formation d'acides aminés, c'est quand même étonnant, c'est les briques des protéines, donc ça apparaît intéressant. Donc ça pose la question effectivement de la présence de matière organique sur la Terre primitive, donc est-ce qu'elle a pu se former? Alors une chose pour nous, c'est qu'on a l'impression que toute la matière organique qui est sur Terre, elle vient du vivant. Et la raison essentielle à ça, c'est que déjà le vivant a une forte production, mais on a quelque chose dans l'atmosphère terrestre qui empêche la formation abiotique de matière organique, qui est l'oxygène. Vous avez entendu parler hier donc, de la limite à peu près avec 2,5 milliards d'années, donc la formation d'une atmosphère oxygénée, qui n'a pas toujours été aussi oxygénée que maintenant, mais il suffisait de pas beaucoup de matière organique, de pas beaucoup d'oxygène pour empêcher la formation de matière organique. Et on sait bien que la matière organique, elle est instable en présence d'oxygène. Il suffit de prendre une allumette pour le comprendre. C'est vraiment quelque chose qui est évident. La matière organique dégage de l'énergie par combustion avec l'oxygène. Donc ça veut dire qu'effectivement, pour obtenir de la matière organique en présence d'oxygène, eh bien, on ne peut pas y arriver. Mais quand on regarde bien, c'est quand même une exception, la Terre. Je disais, c'est le seul endroit de l'univers où on peut s'éclairer à la bougie, quand même, à ma connaissance. Donc bon, c'est un petit peu... Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Donc si de la matière organique, ça a pu se former à cette époque-là, elle pouvait perdurer un temps qui était beaucoup plus long. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer que la matière organique due à la vie, la quantité a augmenté, tandis que la matière organique liée à la chimie abiotique, eh bien, sa formation a diminué au cours du temps. Alors bon, on ne sait pas exactement quelle était l'importance de cette matière organique, mais c'est quelque chose de possible. Alors les sources de matière organique, je crois qu'il faut admettre qu'il y avait diverses sources. D'une part, la formation dans l'atmosphère primitive, ça c'est les éclairs, c'est l'expérience de Miller finalement. Alors il y a tout un débat sur le fait, l'atmosphère, quel était son niveau de réduction. Il n'y avait pas d'oxygène, c'est sûr, mais était-elle très réduite ou seulement neutre, on ne sait pas trop. Il y en a qui s'est formé dans l'espace, avec l'arrivée des météorites et des comètes, je ne reviens pas là-dessus. Et puis, effectivement, donc, la possibilité de formation organique de matière organique dans les systèmes hydrothermaux. Donc tout ça, ça a contribué à un stock, on va dire, de matière organique qui était présente sur la Terre primitive. Alors, qu'est-ce qu'on peut former à partir de ces matières, de petites molécules simples? Je voudrais juste vous montrer qu'à partir de là, tout ça, c'est des molécules qu'on trouve en fait dans l'espace interstellaire. Formaldéhyde, les autres aldéhydes, l'acide cyanhydrique, le cyanoacétylène, le cyanamide, l'acide cyanique ou cyanate et l'urée. Donc, on prend ces petites molécules. On prend des molécules minérales inorganiques, donc phosphate et ammoniac, et bien avec ça, on fait quasiment tout ce dont on a besoin pour permettre l'émergence du vivant. Alors ça, c'est relativement connu depuis longtemps, par exemple, que le formaldéhyde peut polymériser en sucre. Les sucres, c'est des polymères de formaldéhyde, c'est des hydrates de carbone, c'est-à-dire on a un carbone plus une molécule d'eau. Le glucose, c'est 6 carbones plus 6 molécules 6 carbones plus 6 molécules d'eau. Donc des aldéhydes. Bon, les acides aminés, on peut les former par réaction de Strecker, donc réaction d'aldéhyde
d'acide cyanhydrique avec l'ammoniac. Donc ça c'est connu depuis 1850, c'est probablement la réaction qui est impliquée dans la synthèse, dans l'expérience de Miller pour la formation des acides aminés, puisqu'il a démontré qu'il y avait du cyanure comme intermédiaire. Les nucléotides, alors ça a été beaucoup plus tard à venir, hein, donc la première synthèse convaincante et convergente aussi d'ailleurs, des nucléotides donc, par John Sterland en 2009. Bon, c'est encore contesté, mais je pense que c'est quand même la première voie qui est vraiment convaincante, dans laquelle il part, je reviendrai dessus, de cyanoacétylène, de cyanamide, d'oligomères du formaldéhyde et de phosphate en fait. Voilà, et puis des possibilités aussi d'activation du phosphate avec l'urée ou le cyanate et le phosphate. Donc en fait on a beaucoup de choses qui sont possibles à partir de molécules très simples finalement. Donc on n'a pas besoin de grand chose finalement pour la vie. Après, voilà, donc je détaille la réaction de Strecker, donc bon, qui est une réaction que j'avais étudiée quand j'étais petit, j'allais dire. Donc aldéhyde cyanure ammoniac qui conduit un alpha-aminonitrile qui doit être hydrolysé, donc classiquement c'est un milieu acide, mais dans les conditions prébiotiques évidemment c'est un milieu neutre. Donc il y a des mécanismes catalytiques, je ne vais pas m'étendre là-dessus, si ce n'est pour dire que le catalyseur il est là, c'est un aldéhyde qui permet la réaction. Et puis une autre voie qui avait été montrée comme pouvant être prédominante dans les conditions de la Terre primitive en présence de CO2, une voie qui s'appelle la réaction de Buchrer-Berg qui passe par une identoïne qui mène ici à ce carbamoylaminoacide pour donner ensuite l'acide aminé. Donc ça c'est des travaux qui avaient été réalisés justement par Auguste Comeras en particulier. Voilà, donc pour ce qui concerne l'ARN, donc c'était quand même un point difficile. Et on va voir que l'ARN il a quand même une place particulière. Donc ARN, hein, vous avez entendu parler de chroniques ADN, mais là c'est les chroniques ARN. Donc il a une place particulière, donc il est constitué de phosphate, hein, donc c'est pour ça qu'on l'appelle acide, hein, la partie verte, ribose en rouge et nucléique pour les bases nucléiques qui sont ici. Alors rétrosynthèse, alors pourquoi j'ai marqué ça, c'est parce qu'en fait en chimie organique, hein, quand on veut synthétiser les molécules, on dit qu'on fait une rétrosynthèse, c'est-à-dire qu'on part de la molécule finale qu'on veut obtenir. Et puis on essaie de voir toutes les voies qui peuvent mener à partir de molécules simples qui peuvent mener à la molécule compliquée. Hein. C'est-à-dire on pourrait faire une rétrosynthèse de l'ARN, donc en partant de l'ARN, qu'on va imaginer pouvoir couper, la rétrosynthèse classique, c'est de partir des éléments biochimiques. C'est de se dire, finalement, l'ARN, on peut le former à partir des nucléotides. Et puis ensuite, les nucléotides, on va les couper. Hein, on va couper le phosphate, donc ça va nous donner les nucléosides. Et ensuite, on va couper la liaison qui est entre le ribose et la base nucléique dans le nucléoside pour mener donc à la base nucléique et au ribose. Mais en fait, bon, ça c'est la voie qui vient à l'esprit quand on a appris la biochimie, qu'on nous a appris que les nucléotides, ils étaient faits de bases nucléiques, de ribose, ou de désoxyribose, de ribose, donc, et de phosphate. Mais en fait, il n'y a strictement aucune raison pour que ça soit la voie qui a été suivie. Hein. Et c'est effectivement en partant de cette hypothèse-là que John Sterland a proposé une autre voie, donc, et en particulier, oui, pour dire que c'est pas bien raisonnable, il y a une réaction qui est difficile, c'est la réaction effectivement des bases nucléiques avec le ribose, qui est en fait très difficile. Comment créer cette liaison-là? C'est quelque chose qui n'est pas spontané. Hein. Donc les êtres vivants savent le faire, mais ils utilisent donc des mécanismes assez compliqués, des enzymes, donc c'est quelque chose qui n'est pas évident et il n'y a aucune raison que les voies de synthèse prébiotique et biologique soient identiques.
En plus de ça, le ribose, que je l'ai marqué là, il était instable. Alors il y a des gens qui disent, comme Steve Benner, en fait, qu'il fallait trouver un moyen de stabiliser le ribose. Donc l'idée, effectivement, que le borate pouvait stabiliser le ribose. Donc il y a des preuves expérimentales de ça, mais ça demande des concentrations en borate très élevées. Bon, enfin moi je ne suis pas très partisan de ça, mais bon, je veux quand même le signaler. Donc c'est encore un point discuté, mais ça me paraît quand même assez improbable. Alors qu'est-ce qu'a proposé donc John Sterland? C'est qu'en fait, au lieu de synthétiser d'un côté la base nucléique et le ribose, eh bien, il va synthétiser en fait une moitié de base nucléique avec une moitié de ribose, et puis de l'autre côté l'autre moitié, il va assembler le tout. C'est-à-dire qu'il part en fait de cyanamide, qui va faire réagir, alors ici c'est quoi? C'est du glycoaldéhyde, c'est en fait un sucre à 2 carbones. Hein. C'est-à-dire les points là, c'est des atomes de carbone. Donc c'est un sucre à 2 carbones. Donc il obtient ce composé là qui s'appelle une aminoxazole, bon, c'est un peu barbare mais c'est son nom, et cet aminoxazole donc, qui est basé sur un sucre à 2 carbones, il va faire réagir sur un sucre à 3 carbones, le glycéraldéhyde, pour donner une espèce dans laquelle on voit le noyau du sucre, du ribose. À ce moment-là, il fait intervenir du cyanoacétylène qui va constituer la base nucléique, et ici on a une liaison. Ensuite, il faut rajouter le phosphate, et à ce moment-là, on a en plus une substitution nucléophile au niveau de ce carbone, dont la configuration est inversée en fait, et ça mène donc à un nucléotide qui est en fait activé. Alors ça, c'était les travaux qu'il avait fait en 2006, et puis il a amélioré ça encore par la suite en 2009, parce qu'il y avait une étape qui posait problème, c'était celle-là, qui réclamait des milieux basiques. Et bien, ce qu'il a montré en fait, c'est que elle réclame des milieux basiques, mais on peut aussi la réaliser en présence de phosphate. Donc ça veut dire que le phosphate qui est déjà nécessaire, bien sûr ici, eh bien, il peut déjà intervenir ici, il facilite la première réaction. Donc il y a quand même quelque chose d'assez convergent là. Alors il la facilite de la manière suivante, c'est qu'il s'additionne ici sur le cyanamide pour donner cet adduit qui réagit beaucoup plus facilement avec le glycoaldéhyde. Alors autre chose amusante dans ce système-là, c'est que quand on irradie tout ça avec de la lumière, beaucoup d'espèces du milieu sont instables, et celle qui résiste le mieux, c'est celle-là. Alors à la fois, elle résiste mieux, donc ça c'est une base nucléique, c'est la cytidine, je crois, enfin c'est un nucléotide, la cytidine, et elle résiste, mais en plus de ça, la seule réaction qu'elle subit, c'est la réaction qui la convertit en uracile, en fait. Donc en fait, par cette voie-là, il fait 2 nucléotides sur les 4, c'est quand même pas mal. Bon, il a essayé de faire des travaux après pour montrer qu'il était possible d'obtenir les bases puriques. Voilà, enfin bon, globalement, donc je m'arrête quasiment là, enfin non, j'en ai encore un petit peu sur la chimie des briques, en tout cas je m'arrête. On voit que sur la Terre primitive, on avait des molécules organiques, donc les briques du vivant, ça pose aucun problème finalement, base nucléique, sucre, hydrocarbures, bon, les acides gras et les hydrocarbures, donc il en a été question d'hier donc sur les voies de synthèse hydrothermales, donc on peut admettre que tout ça, ça pouvait être présent. On arrive, je vais y venir après, à faire des petits assemblages, mais on a du mal à faire des grosses molécules, des acides nucléiques de grosse taille, des protéines. Et je vous rappelle que les enzymes, les protéines, pour avoir leur activité biologique, on a vraiment besoin d'avoir des tailles importantes, parce que leur activité est souvent liée au repliement, à la formation de structures tertiaires, qui permet de faire des poches dans la structure, et c'est dans ces poches qu'on a l'activité catalytique, par exemple. Donc, on a besoin de grosses structures. On va dire pour un peptide de l'ordre de au moins 30, 40, 50 acides aminés,
et pour un acide nucléique encore plus, hein, parce que l'acide nucléique est beaucoup plus rigide. Alors pour la formation de ces peptides, donc justement une voie qui avait été introduite à Montpellier, qui était la première voie montrant qu'il était possible de former des N-carboxyanhydrides d'acides aminés dans les conditions prébiotiques. C'est-à-dire ça, c'est des acides aminés activés avec du CO2 en rouge, hein, tout simplement. Ça forme un anhydride. Et ça c'est des espèces qui ont le gros avantage de pouvoir polymériser dans l'eau. Hein, ou bien alors éventuellement de pouvoir libérer de l'énergie, donc ça, ce qui peut être intéressant pour d'autres raisons. Donc bon, à partir de là, on peut faire des petits peptides. Alors pour avoir un scénario d'émergence, si on regarde le vivant, il y a 3 caractéristiques en fait dans la vie cellulaire qui sont importantes, hein, l'existence d'un métabolisme, d'un compartiment qui rassemble tous les éléments de la cellule, donc qui permet la division, etc. Et puis d'autre part, la présence d'informations, donc qui est la réplication. Et c'est un petit peu compliqué d'arriver à rassembler toutes ces choses-là. Donc il y a une idée, hein, qui a surgi, qui était l'hypothèse qu'une molécule pouvait porter en elle-même tout ce qui était nécessaire. Et cette molécule, ça pouvait être l'ARN, d'où l'importance du monde ARN. Donc, dans la mesure où s'il est possible de répliquer une séquence d'acides nucléiques, d'acides ribonucléiques, que cet acide ribonucléique, comme on l'a montré, hein, en biologie, a des capacités à catalyser des réactions, on a à la fois la structure qui porte l'information et qui est capable d'avoir la fonction. Hein, donc en fait, on peut avoir une sélection naturelle sur des séquences d'acides ribonucléiques. Donc l'idée, c'était qu'en fait tout avait débuté par un monde d'ARN dans lequel c'était des ARN qui étaient sélectionnés et dans lequel la sélection naturelle pouvait intervenir. Donc effectivement, on a des nucléotides, formation de premiers nucléotides. Alors bien sûr, ça suppose que de premiers ARN, ça suppose qu'il ait rapidement évolué un ARN qui soit capable de catalyser sa propre polymérisation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse se répliquer. Donc un ARN qui est une activité polymérase, hein, pour l'ARN, capable de polymériser l'ARN. Donc et ensuite de ça, on aurait eu apparition de la membrane, apparition de la traduction et apparition d'une cellule. Alors bon, c'est joli sur le papier, ça permet de faire beaucoup d'expérimentations parce qu'en fait on peut étudier l'évolution d'ARN avec les outils de la biologie moderne, toutes les enzymes qui ont été... Mais bon, moi j'ai quelques réserves sur l'émergence de cette chose-là. Alors pour vous donner une idée, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait un ARN suffisamment long pour avoir une activité catalytique. Donc on peut essayer de chercher quelle est la probabilité d'émergence d'un ARN long. Il faudrait encore être sûr qu'il y ait suffisamment de mononucléotides pour pouvoir le polymériser. Et puis en fait, hein, si on se dit qu'une séquence de 100 nucléotides, c'est probablement un minimum pour avoir une activité polymérase, ça veut dire qu'on a 4 à la puissance 100 possibilités de séquences différentes, qui représentent 1,6 10 puissance 60 possibilités différentes. Alors les gens vous disent, mais on avait le temps, on avait 1 milliard d'années pour le faire. Alors moi, j'ai fait le calcul. Hein, si on a 1 milliard d'années pour achever la synthèse de 1,6 10 puissance 60 brins d'ARN de 100 monomères, eh bien, ça veut dire qu'il faut synthétiser 40 fois la masse de la Terre par jour pendant 1 milliard d'années. C'est pour dire que c'est pas possible. Alors peut-être que c'était... Enfin, c'est pour vous dire à quel point ça paraît difficile d'avoir une émergence comme ça au hasard d'une séquence d'ARN suffisamment longue pour avoir une activité. Voilà, donc globalement, on a des briques organiques qui peuvent se former de manière abiotique. Donc ça, c'est quelque chose qui est acquis. Hein. Donc ça, c'était Miller en 1953, c'était l'expérience de Miller en 1953, et puis je fais le parallèle avec
avec 3 semaines d'intervalle, la publication de la structure de l'ARN en double hélice par Watson et Crick, dont finalement la conclusion c'était qu'on avait compris les principes de base de la biologie moléculaire, et effectivement rapidement après la découverte de Watson et Crick, on a compris comment se passait la transcription, la traduction, etc. Et finalement à la fin des années 60, on pouvait dire on comprend tout de la biologie, en fait, sauf son origine. Bon, maintenant qu'on a un petit peu de recul, on n'a plus cet émerveillement devant la biochimie qu'il pouvait y avoir dans les années 70. On peut se dire, bon, quand même, 60, et surtout quand on se penche sur l'origine de la vie, le domaine a-t-il vraiment progressé du point de l'origine de la vie, a-t-il vraiment progressé du point de vue conceptuel depuis l'expérience de Miller? Quel est le lien réel entre la synthèse de molécules abiotiques et de matière organique, bien sûr, et l'origine de la vie? Et cette idée que la vie soit apparue par hasard, est-ce qu'elle est vraiment viable? Dans une soupe, un mélange, etc. Est-ce qu'il ne faut pas quelque chose de plus? Et en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un petit peu une idée qui est liée avec cette conception, finalement, génération spontanée, vitaliste du vivant. Il faut de la matière organique, et puis la vie, elle apparaît. Alors, le hasard est peut-être plus ou moins important, mais ça me paraît une idée dont il faut se séparer, en fait. Donc la question, c'est quel est le lien entre la formation abiotique de matière organique et l'origine de la vie? Donc ça amène un peu plus près de la question du pourquoi. Donc qui paraît, en fait c'est une question qui dérange un peu, pourquoi la vie? C'est vrai que... Et surtout pourquoi son origine? Mais je pense que c'est une question qui se pose, bien qu'elle dérange, c'est une question qui est essentielle en fait. Et la réponse que je voudrais apporter, c'est que c'est une vision des choses. On essaie d'avancer, c'est une vision des choses qu'on a avec un certain nombre d'autres personnes. Elle tient en fait dans la notion de stabilité. Mais stabilité, pas dans le sens, et je ne reviendrai pas dans le sens thermodynamique, dans le sens de persistance, de permanence des choses. Et finalement, cette espèce de tautologie que la matière a tendance à évoluer vers des formes stables, persistantes, ce qui veut dire finalement que les formes persistantes ou stables durent, ce qui dure, c'est évident, mais je pense qu'il faut le dire parce que c'est pas si, comment dire, c'est pas quelque chose qui est évident quand on pense au vivant. Voilà, donc l'idée qui prévalait, c'était que la vie était le résultat du hasard, l'origine de la vie est le résultat du hasard. On a un fossé entre chimie prébiotique et biologie, et puis il y a eu une origine, on passe de l'un à l'autre. L'idée qui était prédominante dans les années 70, c'était Monod, en fait, qui menait, et il le comprend très bien, c'est que cette idée-là mène au fait que il n'y a quasiment aucune chance que la vie soit apparue sur Terre et qu'il n'y a quasiment aucune chance qu'elle existe ailleurs dans l'univers si on considère que c'est le hasard. Et c'est ce qu'il écrit, s'il fut unique comme peut-être le fut l'apparition de la vie elle-même, c'est qu'avant de paraître, ses chances étaient quasi nulles, l'univers n'était pas gros de la vie ni la biosphère de l'homme, notre numéro est sorti au jeu de Monte-Carlo, quoi d'étonnant à ce que tel celui qui vient d'y gagner 1 milliard, nous éprouvions l'étrangeté de notre condition. Donc vraiment, la vie n'avait aucune chance de naître. L'homme, c'est quelque chose d'unique dans l'univers. Voilà. Alors bon, une manière d'aborder un peu différente d'aborder les choses, un peu provocante aussi, c'est de se dire que on a eu une transition entre un système désorganisé, donc l'état de base, le zéro là, et puis un système correspondant à une définition de la vie. Alors je ne me hasarde pas à faire une définition de la vie, mais par contre, donc on a cette transition.
Alors là, on va dire que finalement, l'échelle, l'axe vertical, c'est le degré de caractère vivant. C'est une chose qui paraît provocante parce qu'on est vivant ou pas vivant. Il n'y a rien au milieu. À nos yeux, il n'y a rien au milieu. Donc c'est l'un ou l'autre. On est mort ou vivant. Bon, ça pourrait être une improbabilité du système représentée sur une échelle logarithmique. Alors l'hypothèse de Monod, c'est de dire finalement, on a eu une transition unique. Comme c'est quelque chose qui est largement improbable, alors oui, si quand même, si un chiffre, il y a quelqu'un, donc Harold Morowitz, qui a calculé la probabilité de formation d'une bactérie. Donc il est arrivé au chiffre de 1 sur 10 à la puissance 10, 100 milliards. C'est un chiffre qui ne veut, qui a plus de sens tellement c'est petit, quoi. On est vraiment dans l'infiniment petit. C'est pas la peine de se le représenter, donc d'essayer de se le représenter. Bon, je reviendrai après pour avoir des chiffres. Donc en fait, la conclusion qu'on en tirait, c'est que l'émergence de la vie, si je reviens à Monod, elle échapperait à la science et que le fossé entre la biologie et les sciences physiques ne pourrait être comblé. Enfin, c'est le hasard. Pour moi, c'est quelque chose qui, et je vais revenir, qui échapperait tout au moins à la physique et à la chimie, aux théories de la physique et de la chimie. En particulier, une telle transition, c'est une violation du second principe de la thermodynamique qui dit qu'on peut pas avoir spontanément le passage de quelque chose de désordonné vers quelque chose d'ordonné. L'image qui avait été donnée, je crois que c'est par Fred Hoyle, le tas de ferraille qui se transforme en Boeing 747, enfin voilà. Donc ça c'est quelque chose dont on sait très bien dans la vie courante que ça ne se produira jamais. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc ça, c'est une raison pour rejeter l'hypothèse d'une transition unique. Donc si on n'a pas de transition unique, oui, le vivant, quand même, oui, le vivant, effectivement, il n'échappe pas au second principe de la thermodynamique. Et ça, c'est Schrödinger, donc celui de l'équation de Schrödinger, Schrödinger a expliqué comment, donc ça fait longtemps, 1946, comment le vivant se débrouille pour avoir une organisation interne dans l'organisme vivant qui lui permet de correspondre localement à une diminution d'entropie, une augmentation de l'ordre, si on veut. Tout ça parce qu'il se situe dans un système ouvert qui reçoit de l'énergie sous forme concentrée et qui se situe dans un flux d'énergie qui transforme cette énergie en produit inactivé, en chaleur, et qui produit beaucoup plus d'énergie dans le milieu extérieur. Donc en fait, globalement, on a la somme de quelque chose de très positif avec quelque chose qui est négatif. Donc globalement, la variation d'entropie, elle augmente. Donc l'entropie augmente. Il n'y a pas de violation du second principe de la thermodynamique dans le fonctionnement des êtres vivants parce qu'on est couplé à la transformation irréversible d'énergie. Donc l'idée, c'est, à propos de l'origine de la vie, de la même manière que Schrödinger montre que le vivant a réussi à obéir au second principe, est-ce qu'on peut arriver à bâtir une espèce de théorie qui nous permettrait de rendre compte de l'origine de la vie sans avoir à violer le second principe de la thermodynamique? Donc cette théorie, elle pourrait ne pas déroger au second principe de la thermodynamique, donc rendre compte de l'émergence de la sélection naturelle, ça serait un deuxième objectif, être compatible avec les traits qui définissent le vivant, comme la reproduction avec variation, l'autonomie, la possibilité d'évoluer sans limite, et enfin, bien sûr, transgresser l'impossibilité de la génération spontanée, c'est-à-dire les conclusions de Pasteur, quoi. Donc ça veut dire qu'on aurait alors à ce moment-là une description du vivant qui serait solidement ancrée aux sciences physiques. Alors, vous n'avez pas eu Étienne Klein, mais je l'ai invité aujourd'hui. Donc,
pour comprendre le changement entre la chimie prébiotique et la biologie, pour comprendre le passage de ce fossé, eh bien, je vous amène à réfléchir à cette phrase donc, que j'ai sortie du livre d'Étienne Klein. Nous parvenons donc à comprendre le changement, mais à la condition de considérer que le sujet du verbe changer, cela qui change, c'est ce qui ne change pas au cours du changement. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait un changement, pour qu'on constate un changement, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne change pas. Et là, on voit, on ne regarde pas ce qui ne change pas. En fait, il faut regarder il faut chercher ce qui ne change pas plutôt que ce qui change. Donc en fait, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir, non pas un fossé, mais en fait une transition graduelle du non-vivant vers le vivant. Et je crois que la solution, elle est là. Si on s'imagine maintenant notre diagramme de tout à l'heure, on va essayer de le franchir graduellement par étapes. Alors ça pose un petit problème, parce que si on se dit que cet état-là, il est improbable, celui-là également, etc., ça veut dire qu'on va multiplier des improbabilités, donc en fait, globalement, on arrive à un état qui est aussi improbable que celui-là. Donc finalement, on n'a pas progressé. Sauf si on considère qu'il y a un moyen d'augmenter la durée de vie de ces états improbables. Alors ça, donc à ce moment-là, ça laisse du temps pour avoir une deuxième transition, etc., etc., etc. Donc comment accroître la durée de vie des états improbables? Eh bien, l'idée, c'est qu'il est peut-être possible de remplacer un système, pas unique, par un système qui se reproduit. Et à ce moment-là, on aura plusieurs générations et en plus on aura une descendance nombreuse. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'adresser à un genre particulier de systèmes, c'est les systèmes qui sont capables de se multiplier, de se reproduire. Donc il faut ce qu'on va appeler accroître leur stabilité dynamique. Donc ça m'amène à parler donc de cette notion de stabilité cinétique dynamique qui a été introduite par Adi Pross, qui a publié un livre en 2012 donc sur la question essentiellement de l'origine de la vie, et donc dans lequel il introduit cette notion de stabilité, qui est une stabilité qui est spécifique aux objets, aux choses qui sont capables de se multiplier, de se reproduire, c'est-à-dire soit des acides nucléiques, par exemple, qui sont capables de se répliquer, des systèmes chimiques qui sont capables de se reproduire par autocatalyse, en fait. Alors, pour donner une idée de... Ça dérange la chimie habituelle. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en chimie et en thermodynamique classique. Donc, j'ai essayé de représenter un petit peu la manière de manière imagée, donc la chimie habituelle. Donc, vous voyez, vous partez d'un œuf, vous le cassez, vous avez le jaune, le blanc, ensuite vous le mélangez. Donc ça, c'est une séquence d'événements qui paraît logique. Donc oui, c'est la séquence d'événements. Par contre, si vous essayez maintenant de réaliser l'opération inverse, je peux vous garantir que vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dérouler le film à l'envers, si vous voulez. La seule chose qu'on peut faire, éventuellement, si on est cuisinier, c'est de mettre ça dans une poêle, effectivement, on aura une omelette. Voilà, ça c'est la logique qu'il y a derrière le second principe de la thermodynamique, c'est-à-dire que quand on a atteint un état de désordre, eh bien, on ne va pas spontanément vers quelque chose qui est ordonné. La logique du vivant, ce serait plutôt la stabilité cinétique dynamique. Alors là, c'est différent, on va partir du même œuf. Dans ce cas-là, eh bien, on va obtenir un poussin, une poule, et la poule, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va pondre un œuf déjà. Alors, je vous ferai remarquer qu'on n'a pas, au travers de ça, on n'a pas interdit,
Enfin, on n'a pas de changement, c'est-à-dire que l'opération inverse, on n'a jamais vu une poule redevenir poussin. Hein. Le déroulement du film à l'envers n'est pas possible non plus. Mais on a quelque chose qui boucle, et puis surtout on a quelque chose d'important, c'est que la poule, non seulement elle pond un œuf, mais elle en pond plusieurs. Donc la poule, elle se multiplie. Voilà. Et la stabilité cinétique dynamique, elle est là. Hein. Et alors ça vient de cette affaire-là, je pense qu'on a un problème par rapport à la stabilité, parce que dans le langage courant, stabilité, c'est ce qui persiste, ce qui dure, etc. Hein, effectivement, bon, et ça a quelque chose qui a rapport au temps. Hein. Tandis qu'en thermodynamique, la stabilité, c'est quelque chose qui définit la possibilité de changement d'un système, donc en fait qui a rapport à l'énergie. Hein. Si on prend un système qui est dans un état qui a un niveau d'énergie et puis qui peut être dans un autre état qui a un autre niveau d'énergie, tout le monde sait hein, qu'on va aller vers l'état d'énergie la plus basse. Hein. Si je suis sur la table, je saute par terre, je peux le faire. Si pour remonter, je vais dépenser de l'énergie, ça va être un peu fatigant. Donc spontanément, un système va évoluer vers l'état de plus basse énergie. Et en fait, dans la réalité, ici, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'échelle de temps. Si on met une échelle de temps, hein, on rajoute quelque chose qui est la cinétique, donc ça c'est pour les systèmes chimiques. Un système chimique, hein, il va se transformer à un état plus stable, mais la vitesse à laquelle va se dérouler ce changement d'état dépend avant tout de la barrière cinétique hein, qui va permettre de passer dans l'autre. Si vous savez par exemple qu'on peut prendre un mélange d'hydrogène et d'oxygène et puis on peut le conserver là tranquillement. Si on met une allumette, ça pète. Hein. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui est thermodynamiquement très favorisé, mais la réaction ne se produit pas, on a un état métastable. Voilà, donc c'est une forme de stabilité qui est propre au processus de reproduction, donc stabilité comprise comme durabilité dans le temps, qui a une capacité à contrebalancer les lois statistiques et qui n'a rien à voir avec la stabilité thermodynamique. Alors pour vous donner une idée, eh bien, je peux vous montrer qu'avec ce grain de blé, un être humain, à l'échelle de sa vie, peut épuiser les ressources de l'univers. C'est pas difficile. Hein, il suffit que le jour de sa naissance, on plante le grain de blé. Au bout d'un an, on va obtenir un épi, environ une dizaine de grains de blé, qu'on va replanter, etc. la deuxième année, etc. Là, on aura 100 grains de blé au bout de 2 ans. Et puis, à 80 ans, on aura 10 puissance 80 grains de blé. 10 puissance 80, c'est le nombre de particules, neutrons, protons qu'il y a dans l'univers. Donc, on peut effectivement épuiser l'univers. Alors ça fait appel à une notion, donc effectivement la croissance exponentielle qui est insoutenable. Alors, ça rappelle un petit peu Malthus, hein, ce qu'il disait à l'époque, c'est-à-dire que le problème de la croissance des populations, la dynamique des populations, bon, c'est quelqu'un qui a bien montré cette idée-là. Bon, c'est vrai qu'il avait des conclusions qui étaient un peu, enfin, qui sont pas politiquement correctes, quoi, hein, quand il disait qu'il fallait que les pauvres fassent moins d'enfants. C'est difficilement acceptable aujourd'hui, enfin, les conclusions qu'il tirait. Voilà, donc ça c'était, et il est quand même important de voir que Malthus, il a inspiré les idées de Darwin, hein, donc il s'en est inspiré. Et il y a un chimiste qui s'appelait M. Alfred Lotka, donc qui s'est bien inspiré de ces idées-là, qui a publié en particulier, donc vous voyez, il est né en 1880, donc à 30 ans, il a publié un article sur une contribution à l'étude des réactions oscillantes, périodiques, etc. Donc ça, on est en 1910. Eh bien, 50 ans plus tard, dans les années 50, quand M. Belouzov, donc un scientifique russe,
arrive à identifier la réaction de qui porte maintenant le nom de Belousov-Zhabotinsky, donc une oxydation de l'acide citrique, par des oxydes sériques, enfin je ne me rappelle plus exactement ce que c'est, mais en fait c'est une réaction, si vous voulez, quand on suit dans son déroulement dans le temps, vous voyez avec un indicateur coloré, on voit que la couleur change, hein, et puis revient, etc. Et on a des cycles comme ça, plusieurs fois, une dizaine de fois ou plus, selon le cas. Donc on a une réaction périodique, oscillante, et tout ça, ça oscille jusqu'à ce que les réactifs soient épuisés. Eh bien, Belousov n'a pas pu publier son travail. Hein. Il l'a publié dans un compte-rendu de camp grec, qui est parce que les rapporteurs ont toujours refusé sa publication, parce qu'elle choquait les chimistes. Hein. Donc ça en fait partie, elle nous choquait, on va dire. Donc Zhabotinsky a repris ce travail un peu plus tard, l'a republié, etc. Et l'histoire est racontée dans un article de Winfrey, dans le Journal of Chemical Education, en 1984, la difficulté qu'il y a eu à publier, en fait, ce travail-là. Donc, c'est une réaction dont l'explication théorique avait été découverte 50 ans auparavant, a eu du mal à passer. Et en fait, l'autre cas, je ne sais pas pour ça, il a abandonné la chimie. Hein. D'ailleurs, il a terminé sa vie comme statisticien dans une compagnie d'assurance. Mais il s'est un peu plus intéressé à l'écologie, donc il a appliqué finalement la même chose à la dynamique des populations animales, à l'écologie, donc en proposant les équations de Lotka et Volterra, qui était un scientifique italien qui a découvert un peu la même chose au même moment. Donc montrant que quand on a une proie et un prédateur, on peut avoir des oscillations de la même manière qu'on avait des oscillations dans le système chimique. Bon, proie, renard, poule, puisqu'il y avait des poules tout à l'heure, j'ai mis une poule ici. Et donc il écrit dans un article dans lequel il veut introduire la sélection naturelle comme principe physique, qui propose donc le principe de la sélection naturelle comme explication donc la survivance du plus apte, ou, pour parler en termes, libérer d'implications biologiques le principe de la persistance des formes stables. C'est assez marrant qu'il ait... Bon, c'est des choses que j'ai été piqué dans la littérature, mais enfin qui manquent peut-être, qui ne sont pas assez connues à mon avis. Voilà. Donc sur quelle spécificité le vivant repose-t-il ? Donc on a vu effectivement, je vais parler de thermodynamique. Donc la spécificité du vivant, effectivement, ce n'est pas les sciences de la vie qui vont pouvoir l'expliquer. Hein, une science ne peut pas expliquer ses propres bases avec les outils du vivant. Quand on veut essayer c'est pas en partant des principes du vivant qu'on va pouvoir relier le vivant à la physique et à la chimie. Hein, les choses, on peut expliquer la physique, le vivant en termes chimiques et physiques, hein, mais on ne peut pas faire l'inverse. Si vous voulez, on ne peut pas expliquer la mécanique quantique en utilisant la psychologie des particules. Hein, c'est-à-dire, il y a quand même une hiérarchie entre les sciences qui fait que... donc ça veut dire qu'il faut aller chercher des explications dans la chimie, dans la physique, pour pouvoir expliquer les choses. Donc l'essentiel, c'est la thermodynamique, mais c'est également la cinétique. Hein. Je crois que c'est ça qui est une chose importante. Donc avec la spécificité de la réplication, donc le pouvoir de la croissance exponentielle. Donc je dis le XXe siècle a eu du mal à accepter ces idées. Les manifestations des processus de multiplication de reproduction en chimie, c'est quoi? C'est l'autocatalyse. Hein, quand on a un produit qui est capable d'intervenir comme catalyseur dans la réaction d'un réactif pour former une autre molécule de produit. La réplication, hein, quand on a par exemple ici un appariement de deux monomères avec un dimère, donc ça c'est l'exemple le plus simple, hein, mais on peut le faire avec des chaînes plus longues bien sûr, et puis on a une ligation ici, donc on obtient deux molécules de dimère, donc on a duplication.
Et de la même manière, si on prend des vésicules, on peut les faire grossir jusqu'au moment où elles se séparent en deux, on a une sorte de... la division constitue en fait aussi une sorte de réplication. Alors, une chose importante, c'est de voir que la réplication c'est quelque chose d'irréversible, et ça ne peut être qu'irréversible, et ça c'est très important. Si on prend un schéma dans lequel on a un précurseur plus un réplicateur qui donne deux réplicateurs, ça c'est l'équation d'une réplication. Je suppose que c'est une réaction équilibrée. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je suis la concentration de réplicateur en partant d'une concentration très basse, elle augmente, et puis il y a un moment où elle va se stabiliser. Pourquoi? Parce qu'on arrive à l'équilibre, équilibre dans lequel on peut définir une constante d'équilibre comme pour n'importe quelle réaction. Sauf qu'ici, on a réplicateur, on a numérateur et dénominateur, donc hop, on simplifie, ce qui veut dire qu'en fait, la réplication à l'équilibre, c'est une réaction qui se comporte comme si ça n'était pas une réplication. Elle perd son aptitude à être une réplication. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut un système irréversible dans lequel la réaction inverse ici n'est pas possible, et dans ce cas-là, effectivement, on a croissance exponentielle, irréversibilité, et effectivement la non-soutenabilité liée donc à la théorie de Malthus, si on veut, à l'exponentielle. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence quand on compare des réplicateurs entre eux? Si on compare des réactions chimiques entre elles, imaginons un réactif qui peut donner deux produits, P1 et P2, deux produits différents. Vous m'interrompez s'il y a quelque chose que vous ne suivez pas. Donc, deux produits différents. Donc, on obtiendra un rapport des deux produits qui sera toujours le rapport des constantes de vitesse des deux réactions. Donc, on aura quelque chose qui sera constant, indépendamment donc des conditions expérimentales. Enfin, ça peut changer bien sûr, mais ça peut changer si K1 et K2 varient. Si on prend maintenant des entités qui sont capables de se multiplier, de se répliquer, donc on part d'un réactif, dans ce cas-là on a une boucle autocatalytique ici, avec un autocatalyseur C1, une deuxième boucle autocatalytique avec un autocatalyseur C2, on écrit les équations cinétiques du système, et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on ne peut avoir d'état stationnaire dans un tel système que à la condition que C1 ou C2 est égal à 0. C'est-à-dire que le système n'atteint un état stationnaire que lorsqu'il y a un des deux réplicateurs qui est éliminé. En fait, c'est la sélection naturelle. Donc ça veut dire que la sélection naturelle, elle a des bases tout simplement mathématiques, cinétiques. Alors, si on prend des cycles et des réseaux autocatalytiques, donc on peut reproduire effectivement cette architecture assez facilement avec des réseaux de réactions. Et en fait, vous pouvez mettre autant d'intermédiaires que vous voulez ici. L'essentiel, c'est que l'architecture menant à deux molécules de C à partir d'une molécule de R soit maintenue. Et évidemment la structure cyclique. Donc ça c'est le schéma d'une autocatalyse, mais vous pouvez l'organiser en réseau avec autant de produits que vous voulez, autant d'intermédiaires que vous voulez. C'est l'architecture, c'est la stéréochrométrie finalement que R plus C donne 2C qui permet à l'autocatalyse d'exister. Donc ça c'est important parce que ça veut dire que des systèmes compliqués peuvent être autocatalytiques. Et on en a un exemple qui a un petit rapport avec l'origine de la vie, c'est la réaction de Formose. C'est une réaction, mais elle se déroule en milieu basique, c'est pour ça que je modère un peu le propos, qui correspond à la polymérisation du formaldéhyde. Si vous prenez la réaction du formaldéhyde pour donner le glycoaldéhyde, j'en ai parlé tout à l'heure dans les synthèses qu'a fait John Sutherland. Le glycoaldéhyde, ça c'est une réaction qui ne se produit pas. Elle est impossible, enfin, c'est une réaction qui ne se produit pas. Par contre, si vous prenez du formaldéhyde, vous le mettez en milieu basique, en présence d'hydroxyde de calcium, et vous rajoutez un sucre au milieu, à ce moment-là, la réaction démarre, et on va très vite. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand vous avez du glycoaldéhyde, il peut additionner une molécule de formaldéhyde, ça va donner du glycéraldéhyde,
ce glycéraldéhyde va pouvoir s'isomériser ici en dihydroxyacétone qui va pouvoir additionner encore une molécule de formaldéhyde. Vous obtenez un sucre à 4 carbone, un tétrose, donc qui peut s'isomériser. Une fois qu'il s'est isomérisé, on peut le recouper ici, revenir en arrière, on obtient 2 molécules de glycéraldéhyde. Il en est de même au niveau, donc si on en rajoute un formaldéhyde de plus, ici on aura des pentoses qui vont s'équilibrer entre eux et pouvoir se couper en un sucre à 3 carbones et un sucre à 2 carbones. Et en fait là on a quelque chose qui est autocatalytique. Donc ça veut dire que ce type de réactions peuvent avoir joué un rôle. Alors évidemment, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'exemples de réactions autocatalytiques. C'est peut-être quelque chose qui est... Enfin, c'est peut-être un des objectifs de la recherche, j'allais dire dans les années qui viennent, trouver ce type de réaction. Donc à Montpellier, on avait essayé de voir un système du même genre dans lequel, je vous avais parlé tout à l'heure des N-carboxyanhydrides, dans lequel on peut activer des acides aminés sous forme de N-carboxyanhydrides, les polymériser en peptides, et puis ensuite les hydrolyser de nouveau en acide aminé ou en peptides plus courts. L'idée étant que si on a des peptides qui peuvent avoir une activité catalytique sur une de ces réactions-là, eh bien on pourrait avoir quelque chose d'autocatalytique. Et effectivement, ça pourrait être le cas pour ce qui concerne l'émergence de l'homochiralité, donc la chiralité des acides aminés. Les acides aminés naturels ont la configuration N, donc main gauche si on veut, et il y a la forme énantiomère donc de configuration D. Donc il y a Raphaël Plasson qui avait proposé un système dans lequel on pouvait, un modèle, c'est un calcul, dans lequel il montrait qu'il y avait quelques possibilités d'obtenir spontanément une rupture de symétrie à partir d'un mélange racémique. Donc pour ça, il faut prendre un mélange racémique d'acides aminés, l'activer sous forme de N-carboxyanhydride. Alors là, on a une boucle à partir de l'acide aminé L, si vous voulez. Vous faites réagir le N-carboxyanhydride, D ou L, peu importe, ça vous donne un dipeptide. Et ici, en fait, on a une possibilité, il imagine une possibilité d'épimérisation sur le carbone du résidu C-terminal, ici, changement de configuration en fait. Donc, si on a des jeux de constantes de vitesse qui sont favorables, on peut arriver à reproduire la configuration de l'acide aminé C-terminal et obtenir 2 acides aminés qui ont la même configuration. Et cette boucle, qui est en fait une boucle autocatalytique, elle rentre en compétition avec la boucle autocatalytique correspondant au résidu, à l'acide aminé D, et je vous ai dit tout à l'heure que quand on a 2 boucles autocatalytiques qui rentrent en compétition, il y en a une qui prend le plat sur l'autre, et bien là, donc on a un système qui potentiellement pourrait mener à une rupture de symétrie par reproduction autocatalytique de la configuration chirale. Donc vous voyez, enfin, on est dans des systèmes qui sont effectivement gouvernés par la stabilité, mais la stabilité liée à la cinétique et pas à la stabilité thermodynamique. Alors il y a effectivement Albert Eschenmoser qui avait proposé pour le développement des métabolismes, pour le développement de systèmes donc, qui permettent qu'il y ait des potentialités en matière de chimie prébiotique, donc que ces systèmes-là devaient être maintenus loin de l'équilibre par des barrières cinétiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a des possibilités pour chacun des intermédiaires de ce métabolisme que j'ai représenté, donc pour tous les métabolites, de réactions directes en produits ou de réactions donnant des sous-produits. En fait, il faut que toutes ces réactions-là soient interdites par des barrières cinétiques importantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire, barrière cinétique? Ça fait référence à une théorie de la cinétique chimique, qui est la théorie de l'état de transition, dans laquelle on suppose que par exemple la réaction du métabolite I en sous-produit I, elle se déroule ici via un intermédiaire activé,
et que en fait la vitesse de la réaction, la constante de vitesse de la réaction est proportionnelle à la différence d'énergie libre ici entre le réactif finalement et l'état de transition. Et on a ici donc une équation qui est l'équation d'Ehring qui permet d'obtenir la constante de vitesse à partir donc de deux choses, la température absolue et la barrière cinétique. Donc les autres paramètres ici, c'est les constantes R, constante des gaz parfait, H, constante de Planck, KB, constante de Boltzmann, et puis un facteur correctif, là, enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc nous, ce qu'on s'était amusé à faire, c'était apporter en fait cette barrière cinétique en fonction de la demi-vie des réactions, censée représenter la durée de vie des systèmes. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces cas-là? C'est qu'on a des droites, parce que j'ai pris une échelle logarithmique ici, on a des droites dont la pente ne dépend que de la température absolue. Donc si on choisit la température de 300 Kelvin, on voit que pour avoir des systèmes qui ont une durée de vie de l'ordre de 1 seconde à 100 ans, je choisis large, donc on voit qu'on a des barrières, il faut des barrières cinétiques de l'ordre de 75 à 125 kJ par mol, donc en fait environ 100 kJ par mol. 100 kJ par mol, ça correspond à peu près au quart d'une liaison covalente carbone-carbone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour avoir une auto-organisation dans ces systèmes, à 300 degrés Kelvin, il faut des liaisons covalentes. Ce n'est pas étonnant que la vie soit faite à partir de chimie du carbone, puisque le carbone est l'atome qui permet de faire le plus facilement de liaisons covalentes. Alors, donc il nous faut qu'il soit des entités qui soient capables de se multiplier dans un régime éloigné de l'équilibre. Donc ça veut dire qu'en fait, d'un côté, on a la nécessité d'une auto-réplication, auto-reproduction, donc une réplication qui permet la sélection, l'évolution, qui permet également la stabilité cinétique, dynamique. Mais on a montré aussi qu'il fallait que ce système-là soit dans un état d'irréversibilité thermodynamique pour permettre la croissance exponentielle et pour en fait aussi assurer la production d'entropie, donc être en accord avec le second principe de la thermodynamique. Et qu'est-ce qu'on voit finalement? Ça veut dire que le débat entre l'origine métabolique ou réplicative de la vie, c'est un débat qui ne devrait pas avoir lieu parce que la réplication suppose effectivement l'existence d'un métabolisme. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut se débarrasser de cette idée qu'il y a une origine métabolique de la vie ou une origine via des réplicateurs. Alors, l'irréversibilité, dernière chose importante, l'irréversibilité, elle a un coût. Si vous avez une boucle réactive, là, à partir d'un réactif, plus un catalyseur qui va donner un intermédiaire et puis des métabolites dans des réactions ultérieures. Si votre boucle est irréversible, si elle tourne dans un seul sens, comme l'histoire de la poule et de l'œuf tout à l'heure, eh bien ça veut dire qu'on ne peut pas revenir de I vers le réactif. Donc du point de vue barrière cinétique, ça veut dire quoi? Donc qu'on va introduire ici de l'énergie dans le système, j'ai mis de l'énergie ici, et ça veut dire que la barrière cinétique correspondant à cette réaction-là doit assurer une constante de vitesse, une vitesse pour cette réaction qui soit suffisamment lente pour que le système tourne alors que la réaction inverse ne se produit pas. Et donc qu'en fait, il n'y a qu'une faible partie de l'énergie qui a été apportée au système qui peut être utilisée dans l'intermédiaire I. Donc on est obligé de gaspiller de l'énergie libre pour permettre l'auto-organisation. C'est un petit peu comme dans le cas des machines thermiques. Pour fabriquer du travail à partir d'une source chaude, eh bien, on ne peut pas directement obtenir du travail. Il faut aussi transférer de la chaleur à une source froide. Ça, on le sait depuis le 19e siècle. Donc la transformation de la chaleur en travail n'est pas quantitative.
Eh bien, pour l'origine de la vie, c'est un petit peu la même chose. Hein. Pour obtenir, donc ça, c'est, oui, il faut que je vous explique quand même. Donc ça, c'est un diagramme dans lequel on porte l'énergie, hein, sous différentes formes. Donc ça, c'est l'énergie en kilojoules par mol de transformation. Ici, ça, là, j'ai porté la fréquence correspondante de radiation électromagnétique. Les longueurs d'onde, donc en nanomètres, et puis là, si vous voulez, ça correspond au domaine visible, à l'ultraviolet, à l'infrarouge. Donc les faibles énergies sont par là, les énergies élevées sont là, les potentiels énergétiques élevés sont là. Donc si on regarde les intermédiaires de la biochimie, ils sont situés, activés, ils sont situés à peu près dans ce carré, dans ce rectangle vert avec l'ATP ici. Eh bien, cette notion d'irréversibilité veut nous dire qu'à cette énergie des substances biochimiques, on doit additionner un coût de l'irréversibilité. Et on voit ce qu'on se trouve ici, très proche du domaine visible. Donc en fait, on a besoin d'un potentiel énergétique pour amorcer la vie qui est de l'ordre du vivant. Ça, c'est ce qui est nécessaire pour le vent. Donc, ça veut dire qu'effectivement l'énergie des éclairs qui se situe à peu près là, elle est suffisante, que le Soleil, donc là j'ai porté la courbe d'émission d'un corps noir à 6000 degrés, hein, comme le Soleil, c'est la température de surface du Soleil, donc on voit que l'émission maximale, elle est dans le visible. On peut prendre des étoiles qui sont un peu plus froides, hein, les étoiles de type M, si je ne me trompe pas, donc à 3500 degrés Kelvin, donc avec quand même un peu d'émission correspondant au visible. Par contre, hein, si on regarde ici 1600 Kelvin, ça c'est la température du magma à l'AD1. Donc on voit qu'on n'a quasiment pas d'énergie libérée dans le domaine qui est nécessaire. On peut prendre aussi 647 Kelvin, c'est la température critique de l'eau, hein, c'est-à-dire c'est le moment où il n'y a plus de différence entre l'eau gazeuse et l'eau liquide, donc qui est probablement la température maximale qu'on ait pu trouver dans les systèmes hydrothermaux. Donc la température à ce moment-là, elle n'est pas suffisante. La conclusion, hein, c'est qu'en fait, pour avoir l'origine du vivant, il faut avoir apport d'énergie suffisamment concentré avec un potentiel suffisant pour permettre à cette irréversibilité de s'établir. Donc si on regarde la notion d'habitabilité des exoplanètes avec ces paramètres-là, on voit que les contraintes pour l'origine de la vie sont plus exigeantes que les contraintes pour la survie de la vie. Hein. Donc la vie en milieu extrême n'a pas forcément de rapport avec l'origine de la vie. Hein. Donc voici une exoplanète, donc bon, on va imaginer qu'elle a une température, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, proche de 300 Kelvin. Eh bien, il faut qu'elle reçoive une lumière, donc à une longueur d'onde inférieure à 800 nanomètres, donc qui peut être effectivement soit la lumière, mais bon, elle peut être remplacée également par les éclairs ou également par des chocs thermiques qui sont liés aux impacts, hein, qui portent la matière de l'impacteur à soit à des pressions très élevées, soit à des températures élevées, ce qui permet effectivement des synthèses. Je reviens à mon affaire de matière organique et d'auto-organisation. On voit que la synthèse des briques organiques, elle peut se produire dans les environnements réducteurs, mais la matière organique n'est pas forcément loin de l'équilibre dans ces milieux. On n'a pas besoin d'irréversibilité pour synthétiser de la matière organique. Oui, de la matière organique peut se former dans les systèmes hydrothermaux. Mais par contre, quand on regarde l'auto-organisation du vivant, à ce moment-là, on a nécessité d'une irréversibilité. Et d'autre part, il faut respecter le second principe de la thermodynamique, ce qui veut dire que l'auto-organisation doit être couplée à la transformation irréversible de transporteurs chimiques d'énergie. Donc là, ici, on avait une sorte de chimie prébiotique, je dirais classique, si on veut. Eh bien, il faut passer, hein, il faut développer des recherches dans le cadre d'une chimie
qu'on va appeler chimie des systèmes, hein, c'est comme ça, c'est le nom qui lui a été donné, Systems Chemistry, donc qui correspond effectivement à ce type de processus. Et je précise qu'en fait, il vaut mieux discuter en processus plutôt qu'en entité. C'est-à-dire que l'origine de la vie, il ne faut pas la voir comme une succession d'étapes de complexité croissante, hein, comme les briques du vivant, les premiers polymères, les premiers systèmes supramoléculaires, les premières cellules. Il faut arrêter de voir les choses comme ça, parce que là, on n'a pas de force motrice à l'évolution. Il vaut mieux voir les choses, hein, en processus d'activation, complexification, donc auto-organisation de la matière, et puis en terminer par la vie, hein, et l'évolution précoce, la sélection naturelle. Donc effectivement, penser donc en processus plutôt qu'en stade successif. Voilà. Donc vous voyez, les questions pourquoi et comment me paraissent, enfin moi, beaucoup plus importantes que les questions quand et où. Et je pense qu'effectivement, c'est en donnant des réponses à ce niveau-là qu'on va pouvoir avancer. Alors un petit point sur la capacité à évoluer. Donc les réplicateurs génétiques, hein, dans ce cas-là, effectivement, on a une possibilité, bien sûr pas quand on a 2 nucléotides, hein, mais quand on a une chaîne plus longue, on a une possibilité d'évoluer, mais ces systèmes-là, ils ont une limite, hein, qui est celle que quand on forme ici, on a une reconnaissance, un appariement, et puis ensuite on fait une liaison ici. Mais le problème, c'est que ce qu'on a formé ici, ça a du mal à se séparer. Pourquoi? Parce que hein, l'affinité est plus grande. Donc en fait, dans ces systèmes-là, on a une inhibition par le produit, on n'a pas de croissance exponentielle. On a en fait une croissance parabolique, ça s'arrête simplement parce qu'on a du mal à dissocier ici. Donc en fait, si on regarde les réplicateurs génétiques, ils permettent la transmission d'informations. On n'a pas de limite à la variabilité. Par contre, ils nécessitent la disponibilité de monomères. Et puis on a cette inhibition de la croissance par les produits. Si on regarde maintenant la division de vésicules, ben on a donc une vésicule qui va croître et puis se diviser. Hein. Donc là, le gros avantage, c'est la formation d'un compartiment isolé, la croissance exponentielle, tout au moins hein, quand on a des tensioactifs qui sont disponibles, mais on n'a pas de variabilité évidente. De la même manière que quand on prend les systèmes autocatalytiques dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, vous avez la croissance exponentielle, vous avez un fonctionnement autonome à partir d'une source énergie de matière, la sélection du réplicateur le plus rapide à se reproduire, mais par contre la variabilité, elle est très difficile. Et puis vous avez un autre problème qui est la dilution des produits qui sont formés, la dilution des composants de la boucle. Donc en fait, l'idée, c'est que peut-être que le vivant, il a nécessité, à un degré, tout au moins à une étape assez précoce, la nécessité d'avoir une coévolution de la membrane, ici, d'un acide nucléique, d'un porteur d'information et d'un métabolisme. En fait, que tout ça, hein, c'est lié et qu'il faut arrêter les débats de chapelle en disant et c'est vrai que l'avantage d'un système intégré, hein, c'est effectivement de cumuler les avantages de chacun des systèmes. Voilà, donc j'essaie de vous montrer donc que ce qu'on propose, hein, c'est un cadre théorique et cohérent qui est basé sur une continuité évolutive entre le non-vivant et le vivant. Donc on n'a pas de rupture, qui répond à la nécessité du hasard, de la contingence. Hein. On n'a pas éliminé le hasard, bien au contraire. On respecte le second principe, on a une capacité à évoluer. En fait, il n'y a pas de lien entre la nature organique ou pas du système, mais par contre à sa capacité à donner des structures complexes, c'est important. Les entités il faut des entités reproductibles, on a besoin de conditions énergétiques bien fixées, et ce lien qui est très important entre l'auto-organisation et l'irréversibilité. Et bien sûr, comme ça répond à des lois physico-chimiques, l'étude est possible. Donc, le gros résumé que je voudrais, c'est que la formation des briques du vivant,
un subproduit pourvu que les conditions thermodynamiques soient favorables, soient remplies, donc au moins près de l'équilibre, mais que par contre, si on s'intéresse au deuxième type de recherche du vivant, l'auto-organisation, qui est associée au processus de reproduction-multiplication, nécessite l'irréversibilité, donc avoir des conditions loin de l'équilibre et qui est gouverné par cette autre forme de stabilité. Alors je crois que je suis arrivé au bout. Ah, il y a encore, oui, les perspectives, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être mieux comprendre, effectivement. Intégrer les systèmes, bon, je l'ai déjà dit. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne serait pas possible de domestiquer des systèmes vivants artificiels, mais là on est vraiment dans la science-fiction. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser finalement des systèmes autonomes pour faire quelque chose d'intéressant, je ne sais pas. Bon, et puis finalement accepter cette idée que le vivant n'est pas un phénomène à part qui résiste à l'analyse scientifique. Alors une petite réflexion finale, donc je vous ai parlé de Malthus, je vous ai parlé de Lotka, donc je vais mettre deux courbes. Ça c'est la croissance de la population humaine, depuis Cro-Magnon, enfin. Ça c'est la croissance, c'est la variation des espèces gouvernées par les lois de Lotka-Volterra, donc ça, c'est une comparaison qui m'est venue en écrivant ça. C'est vrai que ça pose. On voit très bien qu'on a un problème par rapport à la croissance et le progrès, ce qu'on appelle le progrès pour l'humanité. Et juste, je voudrais rajouter c'est presque une dernière volonté, on va dire, de Christian de Duve, qui écrivait dans son avant-dernier livre, d'après Muriel, c'est l'avant-dernier. Donc nous devons, il se posait le problème de l'avenir de l'humanité. Nous devrons trouver dans les ressources de notre esprit une sagesse qui n'est pas inscrite dans nos gènes. Et moi j'aurais tendance, après vous avoir raconté tout ça, de rajouter ni inscrite dans les lois physico-chimiques qui gouvernent le vivant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si je suis dans le temps.